Bonjour à vous, bienvenue sur le podcast qui forge ton mind. J'ai décidé que cette année, j'allais recommencer à faire des podcasts plus sérieusement pour partager de l'information que je juge qui est très importante parce qu'elle est relative à notre santé globale et à la santé de l'individu autant qu'à la santé là, du monde dans lequel on vit. C'est un peu le pourquoi là, du podcast Forge ton mind. Je l'ai peut-être expliqué au début là, quand on a commencé à faire les podcasts, comme en fait, les podcasts m'ont rendu un grand service dans ma vie parce que qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en somme toute, c'est écouter des experts qui discutent ensemble. Puis en écoutant plusieurs experts, ben, tu es capable de te faire une idée de qu'est-ce qui est et de qu'est-ce qui n'est pas et de te servir ton jugement pour orienter ta vie du mieux que tu peux après. Donc, les informations que j'ai recueillies durant les 2 dernières années pandémiques, ben, j'ai besoin de les partager présentement. Puis c'est ce que je vais faire durant la prochaine année. Euh, Faire de mon mieux pour avoir une programmation précise qui va nous amener à avoir un meilleur esprit critique et surtout à avoir une meilleure santé. Puis moi, je pense que les deux vont ensemble. Puis aujourd'hui, le phénomène dont je voulais parler, c'est un phénomène de mass formation euh, en anglais qui est, somme toute, une psychose collective. Ce phénomène-là vient d'un professeur, Matthias Desmet, un professeur de psychologie qui est professeur à l'Université de Goethe en Belgique. Puis, si vous allez sur Google, peut-être que vous allez trouver les raisons pourquoi ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Mais si vous allez sur n'importe quel autre engin de recherche qui n'est pas géré par Google, dont DuckDuckGo, vous allez sûrement le retrouver puis voir toutes les vidéos dans lesquelles il a participé. Puis en fait, pourquoi ce qu'il a trouvé est important, c'est que le phénomène de psychose collective, c'est ce qui arrive lorsqu'un État devient totalitaire. Puis un État totalitaire, c'est quoi? Ben, c'est quand que le gouvernement prend contrôle à 100% de ce qui se passe dans le pays. Fait que non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau toutes les habitudes de vie. Là. En fait, le citoyen n'a plus vraiment de droit si le gouvernement décide que les citoyens n'ont plus de droit. Donc, c'est quelque chose, c'est en fait, c'est vers quoi on ne veut pas vraiment s'en aller. Puis étonnamment, mais c'est vers quoi qu'on a l'air de glisser depuis les 2 dernières années. Parce que, ben, encore aujourd'hui, on a des mesures. Là. Je fais ce podcast-là le 3 janvier 2022. Puis on a récemment eu des mesures comme quoi qu'on avait encore un couvre-feu. Les magasins sont fermés le dimanche. Les centres d'entraînement, les cinémas, n'importe quoi qui est loisir, ça, tout a été fermé, peu importe si on avait un code QR ou pas, ce qui nous laisse nous questionner sur l'efficacité des vaccins. Mais je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, je vais juste parler du phénomène de psychose collective. Puis pour qu'il y ait un phénomène de psychose collective, euh, il faut qu'il y ait 4 conditions spécifiques. La première condition, c'est qu'il faut que l'individu se sente isolé. Ben, on l'a vu à travers le COVID, c'est arrivé, mais ce n'est pas nécessairement récent. C'est arrivé aussi avec les réseaux sociaux où est-ce qu'on pense qu'on est de plus en plus connecté parce qu'on est connecté en ligne, mais il se perd beaucoup d'interactions de humain à humain. Fait qu'étonnamment, étonnamment ou pas, en fait, le, notre connexion au monde, aux humains, a vraiment, vraiment diminué avec le temps. Elle s'est effritée avec les réseaux sociaux, mais encore plus depuis l'arrivée du COVID-19, où est-ce que s'isoler, c'est vraiment une mesure préventive pour s'assurer de la santé de tout le monde. Alors qu'il y a des études qui disent que un des facteurs les plus grands qui augmente le risque de mortalité de toute cause, c'est l'isolement. Quand tu te sens isolé, ben, logiquement, ton organisme, puis en fait, ce que notre ADN se rappelle, c'est que être isolé, c'est pas bon pour nous. Du moment qu'on est isolé, qu'on n'est pas dans une tribu ou quoi que ce soit, notre vie est en péril. Fait qu'inconsciemment, notre organisme le sait. L'isolation, c'est vraiment pas bon pour nous. Fait que ça, c'est la première condition nécessaire à ce qu'il se fasse, à ce qu'il se crée ce phénomène-là de psychose collective. Le deuxième point qui doit être là, c'est que la vie pour la plupart des individus, n'aurait aucun sens. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui est Man's Search for Meaning de Viktor Frankl qui disait que celui qui a un pourquoi à vivre euh, peut traverser n'importe quel obstacle dans sa vie. Puis il disait que
Dans les camps de concentration, les gens transactionnaient en cigarettes. Puis les cigarettes, c'était vraiment précieux. Ils s'en servaient comme argent pour acheter des petits trucs, puis des passe-droits, puis tout ça. Puis il disait, quand tu voyais quelqu'un qui était en train de fumer ses cigarettes, ben là, tu savais qu'il n'y avait plus de pourquoi, son pourquoi était parti. Puis pas longtemps après, ben, cet individu-là mourait ou se laissait mourir, en fait. Donc, avoir que notre vie ait un sens, c'est vraiment important. Puis dans un des podcasts que j'ai écouté avec Mathias Desmet, il a parlé d'une étude où est-ce que 50% des gens qui avaient été interviewés dans cette étude-là disaient que s'ils ne rentraient pas s'ils ne rentraient pas travailler le lendemain matin ou demain, personne ne s'en rendrait compte. Comme quoi qu'ils sont totalement remplaçables puis que leur job n'est vraiment pas essentiel dans le monde. Fait que c'est sûr que quand 50% des gens se sentent comme ça, bien, assurément, la vie manque de sens. Puis, on peut remarquer aussi que peut-être que ça a renforcé l'idée de rester chez vous, protéger vos grands-parents, vos amis, rester chez vous. Bien, c'est sûr que si 50% des gens n'ont pas envie de rentrer travailler ou ont l'impression que leur travail ne sert à rien, bien, peut-être qu'ils vont être militants à l'idée qu'il faudrait rester chez nous pour sauver des vies. Peut-être que ça va donner un certain sens à leur vie. Puis les deux autres points, les deux autres conditions pour le phénomène de psychose collective, pour que ce phénomène-là se crée, découle un peu là, des deux premiers, dans le sens que le troisième, Mathias se décrit comme étant un free-floating anxiety. Fait qu'il faut qu'il y ait une anxiété qui est constamment là. Puis cette anxiété-là qui est constamment là, ben, peut découler du fait que tu ne sais pas pourquoi tu es en vie, tu ne sais pas pourquoi tu existes, peut découler du fait qu'il y a un malaise de vivre qui est là constamment parce que ta job ne te rend pas heureux, ta famille ne te rend pas heureux. Tu devrais avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, du matériel, on en a en masse, mais malgré tout, il y a comme un certain malaise de vivre. Donc, cette condition-là ben, découle des autres, puis de l'anxiété, ben, ça peut être causé aussi par une perception de quelque chose de dangereuse. Puis, avec les médias qui n'ont pas cessé de marteler qu'il y avait quelque chose de dangereux dans l'air, bien, effectivement, ça peut causer une anxiété très grande chez les gens, peut-être encore plus chez les personnes à risque ou âgées. Puis cette anxiété-là, bien, s'est développée exponentiellement, surtout quand on a un objet dans la société qui nous rappelle constamment qu'il y a quelque chose de dangereux. Puis cet objet-là, bien, c'est les masques. Les masques, ce n'est pas un outil qui a zéro risque. Je veux dire, porter un masque, ce n'est pas bénin. De un, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais ça fait qu'on respecte beaucoup de CO2. Puis quand on respecte beaucoup de CO2, notre organisme sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne devrait pas avoir une quantité énorme de CO2 dans le sang, on devrait avoir une quantité adéquate qui va permettre le relâchement d'oxygène de nos globules rouges vers nos muscles. Mais lorsque le CO2 est dans le tapis, ben, c'est comme si vous étiez en train de courir un marathon constamment où est-ce que, ben, en fait, pour ceux qui ont déjà fait de l'exercice physique, ben, on n'est pas capable de maintenir de quoi à 180 battements par minute ou est-ce que notre corps est en état oxydatif pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, voire 2 semaines, 2 mois ou 2 ans. Fait que juste le fait de porter un masque constamment peut nous amener, peut créer une anxiété montante, mais aussi juste le fait de voir des gens constamment avec un masque, de un, vu qu'on ne voit pas tous les signaux que les visages ont, mais on peut être en train de déceler du danger ou est-ce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il nous manque de l'information. On ne voit pas la moitié du visage, fait qu'on peut confondre des visages qui sont totalement neutres avec des visages qui sont agressifs. Puis dans l'état où on est présentement, ça va être le prochain point, et il y a un petit peu d'agression dans l'air et de frustration. Puis l'autre point avec les masques que je voulais arriver, ben, c'est aussi que juste le fait qu'il y ait des gens masqués avec des masques bleus dans ton entourage, bien, ça te rappelle qu'il y a quelque chose, peut-être un virus mortel qui circule. Même si ce virus-là n'est peut-être pas aussi mortel qu'on le pense. Juste le fait qu'il y ait des masques, bien, va créer de l'anxiété. Puis le dernier point, bien, il faut qu'il y ait une certaine frustration ambiante constante. Puis je pense que la plupart des gens le vivent. On l'a vécu avec le gym, où est-ce que ben, on se fait fermer, on se fait ouvrir, on se fait fermer, on se fait ouvrir. Les restaurateurs, ben, même chose pour eux. Puis les infirmiers, infirmières, ben, vous êtes obligés d'être vaccinés. Finalement, on recule.
Bon, ben, c'est tout ça qui cause de l'anxiété, de la frustration. Puis, étant dans une société aussi, c'est difficile d'exprimer notre frustration ou notre agression. On ne peut pas rentrer chez nous puis se mettre à tout casser. Puis on ne peut pas aller exprimer ça dans un des seuls endroits où est-ce qu'on pourrait l'exprimer, qui est un centre d'entraînement. Où est-ce qu'on peut forcer, on peut créer, on peut lever des affaires là, puis on peut faire passer cette agression-là de façon, d'une bonne façon, en fait, au lieu de rentrer puis tapocher du monde à la maison. Parce qu'on sait que ça aussi, c'est arrivé, le nombre d'agressions en foyer, ben, il a augmenté aussi. Donc, c'est les 4 conditions qu'il faut pour vraiment créer ce phénomène-là de mass formation de psychose collective. Puis ces conditions-là, si elles sont présentes, ben, ça va donner une raison de vivre aux gens aussi. Dans le sens que les gens qui sont susceptibles à ce phénomène-là, ben, c'est peut-être les gens qui n'avaient pas de raison de vivre. Puis là, le fait qu'il y ait un ennemi, ou est-ce que le gouvernement a pointé et dit, bon, ben, gars, ça, il y a un virus, c'est à cause de ce virus-là que tu as un malaise de vivre, c'est à cause de tout ça qu'il faut s'isoler. Puis là, tous les gens ont rivé leur attention sur le virus, puis ils se sont dit, bon, ben, gars, on part en guerre religieuse contre le virus. Je pense que c'est pour ça qu'on voit de l'extrême dans les deux sens. Autant des gens qui militent pour le vaccin, puis des gens qui militent intensément là, dans le genre de style QAnon, où est-ce que, pas rentrer là-dedans, mais où est-ce que ben, c'est complotiste à 100 000 à l'heure, puis ça aussi, ça l'a donné une raison de vivre à leur vie. Où est-ce que là, bon, ben parfait, on suit Q, je suis Q, tout le monde est Q, puis, puis on va s'en sortir, puis Trump va nous aider. Peu importe. La seule façon de se sortir de ça, ben, ça va être de soi-même en prenant conscience qu'on est dans ce phénomène-là. Puis je pense que c'est le point le plus important que Mathias amène, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on est là-dedans, vers quoi qu'on s'en va aussi. Ensuite de ça, ce qu'il dit, c'est que ben, avec toutes ces conditions-là aussi, puis avec, je pense que du moment là, que tu es anxieux constamment, du moment que tu manques d'oxygène, quoi que ce soit, tu es constamment frustré, tu es constamment du côté sympathique, c'est vraiment difficile de faire de l'introspection, ce qui fait que ta capacité à réfléchir est vraiment, mais vraiment, vraiment diminuée. Puis, comment tu peux savoir si toi, tu es hypnotisé ou si les gens autour de toi sont hypnotisés, programmés? C'est de quoi que j'ai entendu dans un autre podcast, juste en m'en venant en auto tantôt, puis je trouvais que ça fait vraiment du sens, c'est que si tu as perdu ta curiosité, si tu n'es pas curieux sur qu'est-ce qui se passe présentement, si tu ne te poses pas de questions, puis tu es comme le gouvernement va régler ça, ils vont régler ça, tu es sûrement conditionné, tu es sûrement hypnotisé, puis on va s'en sortir quand on va prendre action. C'est pas le genre de situation qu'on peut laisser le gouvernement faire les choses parce que là, ça fait 2 ans, puis ça va de mal en pire. Quand ça devrait aller de mieux en mieux, parce que normalement, un virus, quand ça apparaît, puis je dis bien normalement, si ce virus-là s'est échappé d'un laboratoire, ce qui se peut, il ne fonctionne peut-être pas comme ça, mais un virus, normalement, va être extrêmement dangereux et très peu virulent au début, ce qui veut dire qu'il va être extrêmement létal, mais sur peu de gens. Puis avec le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va infecter de plus en plus de gens avec de moins en moins de conséquences graves. C'est peut-être ce qu'on voit présentement avec le variant Omicron, où est-ce que il y a beaucoup de gens qui sont infectés, mais il y a vraiment peu de gens qui en souffrent gravement. Quoique ça fait 2 ans qu'on est confinés chez nous et qu'on nous donne des mesures qui devraient détériorer notre santé. En fait, ben, ça se peut que ça nous impacte plus que ça devrait présentement. Donc, il parle beaucoup d'un il parle beaucoup d'un genre de menticide qui est un génocide de l'esprit. Où est-ce que, ben, tranquillement, ben, nos facultés de réflexion disparaissent. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a à peu près un 30% des gens qui sont facilement hypnotisables, un 40% qui oscillent entre les deux camps, puis un 30% des gens qui peuvent difficilement être hypnotisés. Il parle aussi de d'une expérience, l'expérience H, qui est une expérience où est-ce que les gens dans la salle, la plupart des gens étaient pas des mannequins, mais des acteurs. Puis il y avait une personne dans la salle qui était vraiment le sujet.
Dans cette expérience-là, qu'est-ce qu'il montrait? Ben, il montrait des lignes de différentes longueurs. Il y avait 3 lignes de longueur différentes avec une ligne. Il y avait une ligne au début, puis après ça, il y avait 3 autres lignes de longueur différentes. Puis dans ces 3 lignes-là, il y avait une ligne qui était exactement pareille comme la ligne test du début. Puis l'expérience, ben, c'était de nommer laquelle des 3 lignes était pareille à la ligne primaire. Puis avec les réponses des autres, ils ont été capables d'étudier qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'auto-censuraient ou qui allaient avec la réponse du groupe, même si ça ne faisait pas de sens, même si c'était extrêmement évident quelle ligne était égale à la ligne primaire. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça clairement, là, mais vous pourrez aller voir l'expérience, c'est HASCH Experiment sur YouTube ou n'importe où, vous allez voir de quoi je parle. Reste que, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, en fait, c'est qu'on est extrêmement influençable. Puis on peut aller avec l'opinion du groupe, puis quand on a des incitations à ne pas parler, bien, ça se peut qu'on ne parle pas. Parce que faire partie du groupe, bien, c'est une autre chose qui est extrêmement importante qu'on sait en dedans de nous, que si on est isolé du groupe, ça revient au point 1 tantôt, là, si on est isolé du groupe, ben, c'est la mort parce que c'est vraiment difficile fonctionner en étant tout seul sans communauté. Donc, c'est pour ça que plusieurs gens allaient avec la réponse du groupe, même s'ils savaient que quelle ligne était égale à laquelle. Voilà pour l'expérience H. Puis, ce qui est étrange, c'est que plus que les mesures sont absurdes, plus que les gens, on dirait qu'ils les suivent. Parce que c'est ces mesures-là qui donnaient un sens à leur vie. Puis on dirait que c'est un autre genre de citation. Plus que le mensonge est grand, on dirait plus qu'il est difficile à croire que c'est un mensonge. Ça ne peut pas être aussi gros que ça ne peut pas être aussi gros que ça se peut pas. Ça se peut pas que tous les gens soient embarqués là-dedans, mais peut-être qu'on est embarqué là-dedans ou est-ce qu'on avait juste les 4 conditions parfaites pour que la situation où est-ce qu'on est présentement arrive. Puis en fait, assurément, c'est ça. Les conditions étaient parfaites pour que ce qui arrive présentement arrive. Mais à partir de maintenant, il faut changer ces conditions-là. Il faut se sortir de ça, puis on ne va pas se sortir de ça en faisant plus des choses qui nous ont amenés là. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amenés là, qu'est-ce qui fait qu'on est isolé, qu'est-ce qui fait que notre vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui fait qu'on est constamment anxieux, puis qu'est-ce qui fait qu'on est aussi frustré et agressif en tant que peuple. Pourquoi notre vie n'a pas de sens? Puis une chose qui est importante aussi, ça va être de rallier les deux camps. Ou est-ce que dans n'importe quel génocide, que ce soit avec les Juifs, que ce soit avec les Hutus, les Tutsis, bien, ça a toujours été de déshumaniser l'autre clan pour être capable de, après ça, bien, un coup qu'il y a eu le génocide mental, bien, de créer un vrai génocide physique. Puis ça, il faut se ramener à on est des humains. On est des humains, puis peu importe qu'est-ce qu'on croit, on est humain quand même. Puis ça peut être difficile parce que c'est une tactique, en fait, aussi de déshumaniser les gens, mais c'est de leur mettre un masque d'en face pour que, justement, on ne les voit pas. Comme un peu comme, il y en a qui n'aimeront pas ça que je dise ça, mais un peu comme les voiles au Moyen-Orient, de voiler les femmes. Mais à quoi ça sert de voiler les femmes? Je veux dire, ça sert à les déshumaniser pour qu'elles n'aient plus vraiment de droits, puis pour pas qu'on s'en fasse trop avec eux. Fait comment on fait pour se ressortir de ça? Bien, premièrement, remarquer. Est-ce que je suis hypnotisé? Est-ce que mes pairs sont hypnotisés? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la plus grande chose à faire, bien, comme j'ai dit tantôt, c'est de reconnaître comment, s'ils sont curieux. S'ils ne sont pas curieux, puis ils continuent leur vie comme d'habitude, puis attendent que ça passe, bien, effectivement, ils sont probablement hypnotisés et conditionnés. Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait preuve de compassion. Parce que on va se rappeler qu'il y a 30 des gens qui sont facilement hypnotisables, puis il y a un 30 qui sont plus difficilement hypnotisables. Puis la plupart des gens n'ont rien fait pour se retrouver d'un côté ou de l'autre. C'est juste peut-être un trait chez eux qui font qu'ils sont facilement hypnotisables. Fait que faire preuve de compassion, puis se dire, bon, ben, gars,
Si une personne agit de la sorte, si j'étais dans ses souliers, je ferais pareil. Dans le sens que cette personne-là est dans ses souliers, puis elle agit comme ça. Fait que faire preuve de compassion, de se mettre un peu dans la peau des autres, puis de se dire que les gens font toujours du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent. Puis une façon de désescalader tout ça, de faire retomber la poussière, puis rendre tout ça un peu moins difficile, ça va être d'avoir des discussions. Puis dans nos discussions, ne pas attaquer. Juste poser des questions, puis chercher à comprendre l'autre. Le réhumaniser. Savoir qu'on est des humains, puis c'est à l'aide de discussions qu'on va progresser. Parce qu'on a des expériences qui viennent faire des choix. Fait que nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vit nos affaires, on fait des expériences, nanana. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va en discuter, on en parle. Puis juste le simple fait d'en parler, ben, on change le cours des choses de la vie d'une personne. Parce que sûrement que vous avez déjà vécu ça, ou est-ce que ben, il y a une discussion ou un mot ou une chose que vous avez écoutée qu'après ça, ben, vous n'étiez plus la même personne. Mais ça se passe tout le temps sur un niveau inconscient. Où est-ce que chaque discussion, chaque podcast que vous allez écouter, chaque livre que vous allez lire, chaque mot que vous allez lire va vous rendre différent. Ça change votre conditionnement, ça change votre programmation. Il faut le faire consciemment, ça. Chercher à changer notre programmation, surtout si on est hypnotisé, qu'on est plus curieux, puis on pense que quelqu'un d'autre que nous va régler notre problème. Donc, une des façons de sortir de là, en fait, ça va être de briser les 4 piliers point par point, de sortir de l'isolation. Mais comment on fait pour se sortir de l'isolation? Premièrement, il va falloir arrêter d'avoir peur les uns des autres. Savoir que les virus, on a vécu avec toute notre vie. Puis sortir aussi de où est-ce qu'on a notre information. D'aller écouter des podcasts, d'aller écouter des experts différents parce que, ben, j'en ai parlé au début du podcast, si vous cherchez Mathias Desmet sur Google, vous n'allez pas trouver la même chose que si vous cherchez Mathias Desmet sur DuckDuckGo. Parce que chaque médium est un filtre. Il va vous servir l'information que ce médium-là juge important de vous servir. Puis, les nouvelles du Québec ne vont pas dire la même chose que les nouvelles de l'Ontario, qui ne vont pas dire la même chose que les nouvelles en France, qui ne vont pas dire la même chose que les nouvelles aux États-Unis, tout dépendant quel poste on écoute. Puis en fait, il faut commencer à se poser des questions quand tous nos postes de télévision disent exactement le même narratif, puis il n'y a pas personne qui déroge de ça. Parce que la science, ce n'est pas vraiment un consensus, c'est des désaccords par-dessus désaccords, par-dessus désaccords. Puis c'est justement ces désaccords-là qu'il faut observer, regarder et décortiquer au meilleur de nos connaissances. Donc, pour briser l'isolation, ben, faire partie d'une communauté. Que ce soit une communauté en ligne, ben, c'est mieux que rien. Mais au moins, sortir dehors, sortir, parler avec quelqu'un, avoir l'impression qu'on fait partie de quelque chose. Parce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul, se sentir isolé. Parce que je peux passer beaucoup de temps seul, je n'ai pas de problème avec ça. Mais jamais je me sens isolé, jamais je me sens seul, puis je me dis, ah, je devrais voir plus de monde. Des fois, oui. Mais c'est ça, si on sent que notre vie fait du sens, ça va être le point 2, mais jamais on se sentira seul. Puis une manière de moins se sentir seul, c'est réaliser qu'est-ce qu'on est. Que je suis une personne aujourd'hui, oui, mais je suis aussi une multitude de versions de moi. Dans le sens, je suis une communauté de versions de moi. Où est-ce qu'aujourd'hui, je suis moi, demain, je vais être un moi différent, dans un mois, je vais être un moi différent, dans un an, je vais être un moi différent. On est ce genre de collectivité-là, où est-ce qu'à chaque seconde, on change, on est tout le temps en train de changer. Puis une façon de sortir de l'isolation, ça peut être aussi juste de vouloir rendre service à cette communauté-là qui est construite de différentes versions de moi. Ou est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ben, est bon pour moi dans le futur? Ou ce que je fais aujourd'hui va au détriment de ma communauté dans le futur? Fait que de ramener l'apprentissage dans notre vie et ramener la curiosité, savoir que si vous prenez soin de vous, bien, naturellement, il y a des gens qui vont vouloir être autour de vous aussi. Deuxième point, comment ramener un sens à notre vie? Bien,
j'en ai parlé un petit peu tantôt là, de ce qu'on est. Je pense qu'il faut avoir un pourquoi dans la vie. Puis on pourrait avoir le pourquoi de la vie avec un grand V. La vie avec un grand V, quand je dis ça, je parle de tous les êtres vivants sur Terre. Tout ce qui vit a un mécanisme de survie. Puis ce mécanisme-là de survie, c'est l'apprentissage. Du moment qu'on est en train d'apprendre, notre vie va faire un sens. C'est quand on apprend vraiment à rien, de jour en jour, où est-ce que notre vie est de plus en plus pareille, bien, on a l'impression que notre vie n'a pas de sens. Parce qu'on est juste là en train de répéter à tous les jours. On vit le jour de la marmotte, puis hier est comme aujourd'hui, aujourd'hui va être comme demain. Fait que, tu sais, à quoi bon vivre si ma vie, c'est tout le temps la même chose? Mais la vie, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle apprend sur elle-même, elle apprend sur son environnement pour être capable de ne pas tomber dans les petits pièges de la vie, puis être capable de progresser, de voir les opportunités, puis de mener la vie à mieux. Fait que c'est comprenable que si ta vie va de plus en plus mal, puis c'est une autre chose. Si ta vie va de plus en plus mal, bien, ça se peut que tu n'aies plus envie de vivre ta vie, puis ta vie n'a pas de sens. Ta vie pourrait ne pas avoir de sens aussi si elle reposait sur des choses qui sont extrêmement récentes et extrêmement superficielles, comme aller au cinéma, comme aller au restaurant, comme tout ce qu'on nous a enlevé récemment. La vie est tellement plus profonde que ces petites sorties-là, que ces petits loisirs, que les petits plaisirs. Puis, vous pouvez prendre le temps de découvrir cette vie-là aussi en vous connaissant mieux vous-même. Puis en vous connaissant mieux vous-même, peut-être que vous allez avoir envie d'aller vers de nouvelles expériences. Comme je disais tantôt, ben, on est des expériences qui viennent faire des choix. Puis juste ça, ça peut être un pourquoi assez grand pour prendre soin de vous. Dans le sens que si vous êtes une personne qui vit des choses extraordinaires, qui se développe personnellement, qui prend soin de sa santé, qui fait des expériences, qui rehausse non seulement votre vie, mais la vie des autres, ben, vous rendez le monde meilleur. Dans le sens qu'à chaque fois que vous allez vivre une expérience avec quelqu'un, à chaque fois que vous allez partager vos expériences, ben, les gens vont être inspirés, puis les gens vont avoir le goût de faire ces choses-là aussi. Puis au contraire, si vous êtes une personne qui vit tout le temps la même chose, qui est très cynique, qui boit du noir, ben, c'est possible que les gens n'aient pas envie d'être autour de vous parce que quand ces gens-là sont autour de vous, ben, leur vie est diminuée. Eux aussi finissent par être cyniques, finissent par broyer du noir. Puis le cynique dans la vie, ben, c'est la seule personne qui ne gagne pas. Parce que son existence est donnée. Le futur est donné, puis le présent aussi. Ce qui m'amène à un concept sur lequel j'ai lu récemment, qui est les champs morphogénétiques. Les champs morphogénétiques, qui est un concept de Rupert Sheldrake. Les champs morphogénétiques, c'est quoi? Ben, ça a rapport avec l'inconscient collectif, ça a rapport avec toute notre expérience de vie qui serait partageable. Dans le sens que ce que vous faites aujourd'hui, peu importe quoi, vous le rendez possible à quelqu'un d'autre de le faire. Dans le sens que s'il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui prennent soin de leur santé, même si ces gens-là ne se communiquent pas l'une à l'autre, bien, ça met un mouvement en place, puis ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont prendre soin de leur santé. Donc, on peut penser des fois que les actions qu'on pose n'ont pas beaucoup de répercussions, mais les champs morphogénétiques réfutent ça. Ou est-ce que chaque petit geste que vous faites va avoir des conséquences, va résonner pour l'éternité? Fait que pour moi, ça donne un sens à ma vie dans le sens que toutes les actions que je fais influencent non seulement mon futur à moi, mais l'état du monde actuel et futur. Fait que de prendre cette responsabilité-là, puis de se lever le matin, puis de faire de notre mieux. Apprendre, faire de notre mieux. Apprendre, faire de notre mieux. Apprendre, faire de notre mieux. Quatrième point, qui est l'anxiété constante et le malaise généralisé. Ben déjà, en brisant l'isolation, en trouvant un sens à notre vie, cette anxiété-là va se dissiper puis le mal de vivre aussi.
Il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire côté nutrition et entraînement pour diminuer cette anxiété-là. Du moment que notre corps est intoxifié, que ce soit par le sucre, par l'alcool, par la cigarette, par les fréquences électromagnétiques, par quoi que ce soit qui va créer une toxicité au niveau de nos cellules, il va se créer de l'anxiété dans le corps. Parce qu'il ne veut pas, quand le corps est toxique, ben, notre corps perçoit ça et puis il va chercher à régler le problème. Puis il va créer de plus en plus d'énergie pour être capable de régler ce problème-là. Puis c'est ça, en fait, l'anxiété, c'est un build-up, une montée d'énergie qu'on a besoin pour faire face à un obstacle. Donc, ça peut être dû à une cause physique directe qui est là présentement, ou ça peut être dû à la perception d'une cause. Parce que notre corps ne fait pas la différence entre les deux. Ce qu'on perçoit et ce qui est. Puis si on perçoit des événements insurmontables partout, ben c'est très possible qu'on soit extrêmement anxieux. Puis la façon de devenir de moins en moins anxieux, ben, c'est de surmonter des événements. Pas éliminer les choses qui nous stressent, mais apprendre à surmonter des stress petit par petit. Une personne qui a peur des foules, pour surmonter cette anxiété-là, cette agoraphobie-là, ben, c'est tranquillement de l'exposer. C'est une thérapie, ça existe, c'est de l'exposer progressivement à des petites doses de stress pour elle. Fait que peut-être que cette personne-là, ben, le jour 1, c'est simplement la faire sortir de son appartement. Puis même pas, c'est peut-être juste lui faire ouvrir la porte, la faire regarder dans le passage, puis la fermer. Jour 2, ce serait bien ouvrir la porte pendant qu'il y a quelqu'un dans le passage, le regarder, il ne se passe rien, tout est safe, on la referme. Puis après ça, jour 3, 4, 5, ben, tu lui fais descendre l'ascenseur. Après ça, tu l'amènes tranquillement dans la rue. Après ça, tu l'envoies tranquillement chercher un café au café du coin. Puis progressivement, tu l'exposes à quelque chose qui était stressant au début. Puis qui tranquillement, mais à force de, par l'action, surmonter des petits stress, ben, elle se rend compte que finalement, le monde est plus sécuritaire qu'elle le pensait. Parce que c'est vraiment ça. L'anxiété, c'est causé par une perception dangereuse du monde. Que ce soit notre monde interne, qui est perçu par notre système nerveux, ou que ce soit notre monde externe, qui est perçu par notre système nerveux aussi. Donc, la façon de surmonter l'anxiété, ça va être tranquillement développer les outils qui vont nous permettre de surmonter les obstacles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'entraînement. À l'entraînement physique, en salle, c'est quelque chose qui, puis si les gyms ne sont pas ouverts, c'est juste de trouver quelque chose qui est un petit peu en dehors de votre zone de confort, puis aller le faire. Puis tranquillement, apprendre de ces événements-là, apprendre des expériences, apprendre par l'expérience pour finalement, après ça, percevoir des choses, puis se dire, bon, mais ça, j'ai le bagage pour être capable de surmonter ça. Il n'y en a pas de problème. Puis tranquillement, la vie, c'est ça. La vie, c'est de surmonter les obstacles. Il y en aura tout le temps. Fait que si on diminue notre capacité à surmonter les obstacles, on va juste inévitablement diminuer notre capacité à vivre. Puis effectivement, ça peut créer une anxiété énorme. Puis le quatrième point découle un peu de tout ça aussi. Frustration, agression, j'en ai parlé tantôt. Où est-ce que si les 3 points d'avant sont extrêmement présents, c'est sûr que c'est frustrant. C'est sûr que tu as l'impression de faire tout le temps sur place. C'est sûr que tu as l'impression que ta vie mène nulle part. Puis tu ne peux pas l'exprimer. La seule façon de l'exprimer, ça va être peut-être en mangeant n'importe quoi, qui va causer encore plus d'anxiété, en buvant, en faisant, en indulgeant dans plusieurs plaisirs, en indulgeant dans le sexe, dans le porno, dans n'importe quoi qui va faire diminuer ton taux d'agressivité. Fait qu'aller vers les plaisirs de la vie qui vont faire sécréter de la dopamine, puis après ça, tu en as besoin de plus en plus, un peu comme un cocaïnomane. Une façon saine d'exprimer ses frustrations et son agression, c'est par l'entraînement. Encore là. Moi, je prêche beaucoup pour ma paroisse parce que j'ai un centre d'entraînement, mais aussi parce que j'ai vu les bienfaits que ça peut avoir sur ma communauté.
Puis l'entraînement, c'est le genre de place que tu peux exprimer toutes ces émotions-là que tu as réprimées. Puis souvent, on se retrouve avec des mots de corps, des mots à des endroits pas possibles. Puis tout ça, c'est des émotions. C'est de l'énergie qui était là, qui a fait surface, puis qu'on l'a réprimée. On l'a réprimée dans notre armure musculaire. Puis fais ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Fais ça toute ta vie. Assurément, tu vas avoir des points, des tensions qui proviennent de trucs qui n'étaient même pas physiques, mais ils sont devenus physiques. Mais en fait, qu'est-ce qui est physique? Les émotions, c'est physique aussi. Ils sont là dans l'air, ça se propage. On les crée nous autres mêmes. Fait que l'agression, qui peut être vraiment réglée par l'entraînement, l'anxiété qui peut être réglée par la nutrition. On peut trouver un sens à notre vie, puis briser l'isolation. Ce qui m'amène à parler d'un cours que j'ai bâti durant les 2 dernières années pour comprendre la santé. Comprendre qu'est-ce qui fait la bonne santé, qu'est-ce qui cause la maladie. Puis, c'est vraiment un cours que je pense qui va nous aider à guérir au 21e siècle, dans un monde où est-ce que la maladie, c'est profitable. Ce cours-là va parler des mythes. Il y a plusieurs mythes dans notre société, côté santé, qui parlent des gras saturés, qui parlent des options véganes, de manger de la viande, tous les mythes qui tournent autour de l'alimentation, mais de voir de où viennent ces mythes-là. Qui est-ce qui les a créés? Est-ce que vraiment ce sont des fictions ou ce sont des vérités? Puis mon but à travers ce cours-là, progressivement, c'est de briser la programmation et le conditionnement qu'on a. Parce qu'on est tous conditionnés. Puis ça, c'est de quoi que j'ai pris vraiment conscience en lisant un petit peu plus sur la Corée du Nord, comme quoi que tu peux, on le voit aussi au Québec, là, mais comme quoi que toute notre vie, c'est juste un résultat de notre conditionnement. Toutes les choses, toutes les croyances qu'on a, on agit selon nos croyances. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, si on a instauré en nous un système de croyances, on va agir selon ces croyances-là. Puis il faut juste qu'on s'assure qu'au meilleur de nos capacités, les croyances qu'on a dans nous soient le plus vrai possible, puis qu'ils soient installées volontairement aussi. Pas installées par une autre entité que la personne que nous sommes. Dans ce cours-là, je vais mettre un lien sous le podcast. Vous pourrez aller le voir de vous-même. En fait, les résumés sont grands, je ne les résumerai pas ici. Juste savoir que je pense que c'est le chemin vers l'avant, ça va être de prendre soin de notre santé. D'apprendre vraiment à prendre soin de notre santé, puis pas laisser une entité autre que nous prendre soin de notre santé. Parce que ça pourrait virer vers un état totalitaire, comme c'est en train de le faire présentement. Donc, le cours, je le laisse sous le podcast. Puis, si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à commenter n'importe où, à partager ce podcast-là si pour vous, ça faisait du sens. Comme je disais, cette année, j'ai l'intention de partager plus de trucs du genre et des choses qui sont importantes pour moi, qui m'aident à faire du sens dans ma vie. Puis, j'ose espérer qu'ils vont aider à faire du sens dans votre vie aussi. Fait que mon but, somme toute, c'est de comprendre la santé, comprendre le monde dans lequel on vit, puis de le partager parce que c'est ça qu'on fait en tant qu'humain. On partage des connaissances, puis de ce fait, on augmente notre conscient collectif, notre inconscient collectif. Puis si on prend soin de notre santé, on aide les autres à prendre soin de notre santé aussi. Puis prendre soin de notre santé, ça commence il faut commencer par prendre soin de notre esprit. Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Puis on se reparle très bientôt. Bonne journée.